Et bienvenue dans cette nouvelle session de l'Académie de Lettres portant sur les Yoga Sutras. Donc souvenez-vous, on a déjà abordé à ce stade quatre types de smriti, c'est-à-dire fluctuation du mental. Donc là, on est vraiment en train d'explorer la psyché de façon chirurgicale. Il nous en reste une cinquième, c'est smriti, la mémoire. Donc commençons par le texte sanskrit et décomposons ensuite. Anubhuta Visaya, Asam Pramosa Smriti. Smriti, la mémoire et la non-perte d'un objet expérimenté. Définition très pure et simple. Hein. Anubhuta, expérimenté, vécu. Visaya va vouloir dire objet d'expérience. Asampramosara, c'est la non-perte ou la rétention de, et donc Smriti, la mémoire, le souvenir. Donc en clair, hein, on pourrait définir la mémoire comme une expérience passée qui est retenue et qui ressurgit dans la conscience à un moment donné, soit par un déclencheur, soit par volonté. Maintenant, on pourrait parler du paradoxe fondamental de la mémoire. Hein. La mémoire fonctionne de manière complètement opposés selon que vous êtes dans le monde extérieur ou intérieur. Dans le monde extérieur, vous allez utiliser la mémoire hein, pour la joie, pour votre confort, pour votre succès matériel. Vous avez besoin d'accumuler un maximum de mémoire pour rester efficace. Et on est d'accord là-dessus. Si on est dans l'oubli, on risque d'être complètement déficient. Donc vous allez devoir vous souvenir de comment faire votre travail, comment exécuter, comment euh, réaliser certaines tâches, vous devez vous souvenir des visages, des noms, vous devez vous souvenir de vos compétences, et donc sans ça, ça serait très compliqué d'être productif et de grimper dans l'échelle de la réussite du monde extérieur. Et donc, inversement, si on n'utilise pas la mémoire, on va arriver à des événements douloureux, des problèmes, de la souffrance, hein, parce que pas avoir de mémoire dans le monde extérieur, ça peut donner lieu à des distractions, à des problèmes professionnels et sociaux, et donc on va rentrer dans une spirale infernale d'échecs et de confusion. Et c'est le problème que certains spirituels rencontrent parce qu'ils essayent d'appliquer les règles du monde intérieur au monde extérieur. Parce que comme vous allez le voir dans quelques instants, le monde intérieur, la dynamique est inversée. Moins on utilise la mémoire dans le monde intérieur, c'est-à-dire plus on se détache hein, des différents événements intérieurs, plus on va créer de la joie, de la paix, de la clarté. Vous êtes présent, spontané, il n'y a plus de rumination du passé, vous vivez une forme de liberté intérieure et le résultat est naturellement une paix profonde, de la spontanéité, un jaillissement d'énergie, de l'enthousiasme, enfin, tout ce qu'on veut expérimenter dans son fort intérieur. Et inversement, hein, si on utilise constamment la mémoire dans son monde intérieur, ben on va être en souffrance. Parce qu'on va être dans des ruminations obsessionnelles, on va créer des troubles psychologiques, on peut créer de l'anxiété, de la dépression. Donc, résultat, c'est de la souffrance mentale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que de comprendre, c'est que dans le monde extérieur, le fait d'utiliser la mémoire, enfin, ça va nous apporter de plus en plus de confort, de succès, de réussite. Et le fait de ne pas l'utiliser va créer de la souffrance du fait de négligence et de distraction. Et inversement, la dynamique est inversée. Dans le monde intérieur, utiliser la mémoire ben, va nous créer des problèmes psychologiques, du stress. Et le fait de se relaxer, de se détendre, de lâcher prise avec différents éléments de la psyché va nous apporter de la joie et du confort. Donc la règle d'or à bien saisir, et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore saisi cette règle, et c'est vraiment un des secrets. Il y a une dynamique inversée hein, des mondes extérieurs et du monde intérieur, et cette dynamique est rarement observée et comprise. Bien souvent, les spirituels essayent d'appliquer les mêmes règles du monde intérieur au monde extérieur, c'est pour ça qu'ils sont inefficaces, et inversement, ceux qui ont une réussite extérieure essayent de faire la même chose à l'intérieur, et ça ne marche pas vraiment. Ok. Et donc on a deux extrêmes, il y en a qui s'en vont de plus en plus dans le monde intérieur sans jamais mettre un pied dans le monde extérieur, et d'autres qui euh, s'engouffrent de plus en plus dans la réussite du monde extérieur sans jamais mettre un pied dans l'intériorité. Ok. Donc c'est pas un jugement, c'est juste un constat. Donc souvenez-vous, dans le monde extérieur, vous devez apprendre à utiliser de plus en plus la mémoire à bon escient pour être efficace et pour nourrir votre réussite, votre accomplissement. Et inversement, dans le monde intérieur, vous allez apprendre à vous détacher de la mémoire de plus en plus. Et là, vous avez le combo gagnant qui va vous donner l'ultime de l'intérieur et tous les succès que vous voulez dans le monde extérieur. Alors, revenons à Smriti, hein, la définition sanscrite, c'est la capacité de se souvenir. C'est le vriti qui représente, en fait, une expérience passée.
et qui rend à nouveau présent, qui ramène au présent une expérience passée. Donc, caractéristique, normalement, c'est basé sur une expérience réelle, contrairement à un Vicalpa qui naît de l'imagination. Mais cette expérience n'est plus présente maintenant, sinon c'est plus de la mémoire. C'est simplement une trace, c'est-à-dire un samskara, une impression subtile qui ressurgit dans notre présent. On verra plus tard hein, les raisons pour lesquelles une trace peut ressurgir. Il y a peut-être des éléments déclencheurs, des leviers. Dans tous les cas, on va essayer de comprendre comment fonctionne la mémoire d'un point de vue chirurgical, scientifique, extrêmement précis, euh, puisque vous saurez ensuite comment l'utiliser aussi bien dans le monde intérieur qu'extérieur. On peut catégoriser la mémoire en trois niveaux. Hein, vous pouvez considérer que votre conscience fonctionne comme un bureau avec trois niveaux de stockage. Le niveau un, c'est les fichiers sur la table. Et ce qui est là, pour vous, ça va être votre épouse, vos enfants, votre patron, votre lieu de vie, les routines quotidiennes à mettre en place et les relations que vous maintenez chaque jour. Généralement, bah, comment on les identifie? C'est qu'ils sont disponibles immédiatement, vous n'avez pas besoin d'efforts pour y accéder. Ensuite, vous avez au niveau 2 les fichiers qui sont dans le placard hein, du bureau. Et ce qui est là, ça va être les amis avec qui vous avez passé du temps il y a 10 ans, les vacances que vous avez prises il y a 3 à 5 ans, les projets anciens, mais pas complètement oubliés. Son caractéristique, c'est que c'est récupérable si vous le voulez. Ce n'est pas sur la table en permanence, mais vous pouvez aller chercher si nécessaire. Et le niveau 3, c'est ce qu'on appelle les fichiers dans les archives. C'est ce qui est là, c'est vos vies passées, traumatismes profonds refoulés, des mémoires très anciennes, vous n'avez plus conscience de ces traces et vous ne pouvez pas y accéder sans une clé spéciale. C'est là où on va parler hein, de techniques de méditation avancée, de régression, de samyama. Il y a plusieurs modes hein, pour y accéder. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc vous avez compris, il y a ces trois niveaux distincts. En plus, alors là on va rentrer dans une dimension presque un peu plus mystique et ésotérique. On dit que l'âme, que le divin a cette capacité, alors en sanskrit, hein, le concept védique, c'est ce qu'on appelle Shrobhava ou Tirodhana. C'est le fait de faire oublier, on va appeler ça l'action de l'âme, de faire oublier. D'accord? Et pourquoi faire oublier est une action divine? Bon, il y a une petite histoire comme ça pour illustrer. C'était un homme de 40 ans qui vient voir un maître en Inde qui a la capacité de redonner l'accès aux vies antérieures. Et lui dit, Maître, est-ce que vous pouvez donner une technique pour me souvenir de toutes mes vies passées? Alors là, le maître lui répond, pourquoi est-ce que tu es venu à ce programme de méditation? Ben, je suis venu pour trouver la paix, maître. Les mémoires de tes 42 dernières années ne vont pas te laisser en paix. Et si soudainement tu te souviens de deux trois vies de plus, disons 200 à 300 ans de mémoire, est-ce que tu penses vraiment que ça va t'apporter plus de paix si avec ta vie actuelle, tu n'arrives pas à trouver la paix? Donc vous avez compris, en fait, le mécanisme d'oubli peut être un mécanisme de protection. Aussi bien dans la vie actuelle, quand on réprime certains traumas, de même que ce qui va se passer dans des vies passées. Donc, quand la charge devient trop lourde sur votre table, c'est-à-dire ce qu'il y a au niveau 1, il y a un système automatique qui va déplacer les fichiers vers les archives de niveau 3. C'est ce qu'on appelle le processus de Srobhava ou de Tirodhana. C'est une protection contre la surcharge de mémoire. Alors, ce fait-là, il est scientifique. Hein. Après, on peut discuter que ça vient du divin ou pas, mais scientifiquement, ce mécanisme-là, aujourd'hui, il est clairement démontré. Parce qu'imaginez-vous, sans ce système et cette protection, vous souviendriez de toutes vos vies passées. Chaque moment de votre vie actuelle avec la même intensité. Il n'y aurait pas de diminution d'intensité. Et tous les traumatismes jamais vécus jusque-là, ça pourrait créer de la folie ou des déséquilibres majeurs. Et donc la question, est-ce que c'est possible d'accéder à tout ça? Oui, mais il faut une certaine préparation énergétique, mentale, émotionnelle pour commencer à aller chercher l'information dans les archives cachées. Donc oubliez, ce n'est pas un bug hein, de votre cerveau, c'est une fonctionnalité de protection. Maintenant, parlons des différents types de smriti au même titre qu'on l'a fait pour les quatre autres euh, vritti différents, donc fluctuations du mental différentes. Donc pour smriti, la mémoire, on va parler déjà d'une mémoire factuelle et neutre. Par exemple, vous vous souvenez de votre numéro de téléphone, vous vous souvenez comment faire
du vélo, des paroles d'une chanson. C'est généralement non douloureux, ça ne crée pas de souffrance particulière et c'est utile pour fonctionner dans votre vie. Ça permet l'apprentissage et c'est la base de l'identité pratico-pratique, ce qui vous permet de rester fonctionnel et pragmatique dans votre vie, de rester en connexion avec le monde. Maintenant, on va parler d'une mémoire dite chargée. C'est la mémoire plutôt émotionnelle. Vous allez vous souvenir d'un moment heureux, ça peut créer de la nostalgie, mais inversement, vous pouvez vous souvenir de trauma, d'humiliation, ce qui fait surgir de la douleur, de la souffrance et de la honte. Donc, vous l'avez compris, la mémoire, elle peut être soit klishta ou aklishta également, source de douleur ou d'absence de douleur. Donc, quand vous identifiez à la mémoire, ben, je suis cette personne blessée, vous allez créer de la douleur. Quand vous observez la mémoire sans suridentification, vous allez dire il y a un souvenir douloureux. Je dis naturellement, le système va se calmer et vous pourrez petit à petit, progressivement, vous en libérer. Maintenant, troisième type de mémoire, encore plus problématique, c'est la mémoire obsessionnelle. Là, on est clairement dans un mode clicheta douloureux. Donc, c'est le fait de ressasser constamment une erreur passée, de revivre mentalement une dispute encore et encore, ou de s'accrocher à un passé idéalisé. On peut avoir une période glorieuse pendant quelques mois, quelques années, et ne plus revivre ce succès-là. Ça, c'est une possibilité. D'accord? Et donc ne plus vivre sa vie comme on le voudrait. Ça vous empêche d'être dans le présent et de construire votre avenir. Ça renforce les empreintes négatives. Et ça crée une forme de souffrance en fait sous-jacente continue à partir d'un événement qui lui est révolu. Ah, il y a aussi un élément intéressant à comprendre. Vous pouvez imaginer en fait le disque dur de votre ordinateur et vous avez soit d'un côté des images à haute résolution et si vous stockez beaucoup de photos à haute résolution, ben, elles vont prendre beaucoup d'espace, d'accord? Vous ne pourrez pas stocker beaucoup d'images et vous allez avoir des gros temps de chargement et de récupération. Et en plus, votre disque interne se remplit rapidement. Alors, dans votre mental, ça ressemble à quoi une image à haute résolution? Mais ce sont les mémoires justement avec une forte charge émotionnelle. Par exemple, un traumatisme, une humiliation, un grand amour, une trahison profonde. Quand vous vous souvenez de cette personne, vous avez 1000 pensées, par exemple, qui vont surgir immédiatement. Des émotions intenses, de l'amour, de la haine. Enfin, en vrai, votre espace intérieur est occupé massivement. Et c'est une image à haute résolution dans votre disque dur mental. Inversement, vous pouvez avoir un stockage de type document Word, d'accord? Et les Word, ben, dans votre espace, dans l'espace de l'ordinateur, ça prend peu d'espace. On peut stocker énormément de documents. Je crois que j'ai jamais réussi à saturer un ordinateur avec des documents Word. Il se charge très rapidement et le disque dur reste léger. Donc, dans notre mental, à quoi ça va ressembler justement un document Word? Et ce sont les mémoires qui sont libérées de la charge émotionnelle et d'où l'importance de faire un travail de libération émotionnelle. Euh, on peut avoir des mémoires qui sont chargées, mais les transformer en faits neutres, en informations pratiques et en des souvenirs observés sans identification. Hein, quand vous vous souvenez, l'information vient simplement, pas d'émotion qui nous submerge, et vous récupérez ce dont vous avez besoin sans être submergé par l'émotion. D'accord? Et donc, littéralement, c'est des mémoires qui prennent peu d'espace, et donc vous pouvez en avoir beaucoup, et elles restent utiles. Donc le problème, c'est quand tout devient, tous les words sont transformés, par exemple, en haute résolution ou que si on ne cumule que des images à haute résolution. Hein. Lorsqu'on est dans l'attachement et l'identification au vritti, à ces fluctuations là qu'on est en train de découvrir dans ces Yoga Sutras, eh bien tout va se transformer en images de haute résolution à l'intérieur de soi. Un exemple, votre patron ou quelqu'un vous fait une remarque, ça prend des proportions disproportionnées, vous vous effondrez, vous arrêtez de faire ce que vous devriez faire pour conduire votre vie. Hein. Parce que si vous êtes dans l'attachement, cette image, qui pourrait juste être traitée comme un micro fichier Word comme des milliards d'autres, va prendre tout l'espace disponible. Vous allez la rejouer 1000 fois dans votre tête. Vous allez vivre des émotions intenses à chaque fois et votre disque dur mental est saturé. Votre vie devient littéralement épuisante. Vous êtes vidé de toute énergie. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que ben, justement, un homme qui n'est pas entraîné à ce type d'exercice hein, va pouvoir générer normalement maximum 10 à 12 relations par jour avant d'être épuisé.
Après, à 11 heures du matin, il a dû gérer déjà 10, 12 personnes au bureau. Il a déjà mal aux épaules, il est stressé, etc. Euh, Pourquoi? Parce que chaque interaction va stocker ce qu'on appelle une haute résolution dans l'espace et donc qui sature très rapidement. Hein, à l'inverse d'un yogi ou d'un sage, par exemple, qui lui est entraîné, il va pouvoir rencontrer 100 personnes différentes, parfois dans des situations très conflictuelles, et va pouvoir garder en fait de l'espace libre sans se sentir saturé. Ça va être la différence. Maintenant, l'homme ordinaire, il est toujours entre les deux extrêmes. Là, vous avez les deux côtés du spectre. Maintenant, il faut savoir où est-ce que moi je me situe par rapport à ça. Donc, la solution hein, pour diminuer l'espace mental, c'est tout comme on peut le faire sur un ordinateur, on peut convertir une haute image à forte résolution en un document Word. Eh bien, c'est simple. Il y a juste besoin d'apprendre le détachement. Alors, pour la petite histoire, en Inde, ce qu'on appelle le jackfruit, c'est un fruit qui est assez collant. Et si vous l'ouvrez avec les mains nues, ben, vos mains sont collées à la gomme du fruit et vous pouvez plus les bouger littéralement comme vous voulez. Et la seule solution, c'est d'appliquer de l'huile sur vos mains avant d'ouvrir le fruit. Hein, c'est ce qui vous permet de manipuler le fruit sans être collé. Parce que je vous dis, on est en Inde. Hein, et en Inde, il n'y a pas tout qui est disponible. C'est pas vous avez les gants sur demande. Voilà, moi j'ai vécu des scènes où il y avait un savon de disponible pour se laver les mains pour 40 personnes, etc., etc. Donc parfois on utilise surtout en Inde bah, les éléments à portée de main. Donc parfois c'est quand il n'y a pas de gants, on prend de l'huile. Parce que je vous vois venir, vous direz, t'as juste à prendre des gants, on n'en parle plus. Mais on est en Inde, voilà. Dans votre mental, d'accord, bah, votre mémoire, elle est un petit peu comme le jackfruit. C'est-à-dire qu'elle va s'accrocher à tout. Et vous devez huiler le mécanisme par le détachement. Sans détachement, vous ouvrez une mémoire et vous êtes collé émotionnellement à cette mémoire, vous vous êtes chargé et vous ne pouvez pas vous en libérer. Avec la pratique du détachement, hein, vous accédez à la mémoire, vous récupérez l'information, mais vous n'êtes pas associé, vous n'êtes pas collé à cet événement et vous êtes donc libre de faire ce que vous voulez. Donc, si vous développez cette capacité d'enregistrer des fichiers sans l'attachement émotionnel qui va avec, ben alors vous allez avoir une capacité beaucoup plus large à enregistrer de plus en plus d'informations et à l'utiliser avec efficacité. Donc, de façon concrète, qu'est-ce que ça va donner? Hein, quand les mémoires chargées surgissent, vous pouvez juste commencer par dire, ah ok, là il y a une image à haute résolution qui est en train de se charger. Je décide de me détacher de cette charge. Je l'observe en conscience. Vous la laissez être là, vous l'acceptez, simplement vous ne vous identifiez pas à celle-là. Vous restez à l'état de témoin. Et plus vous faites cela, plus la mémoire devient un Word document, c'est-à-dire que l'intensité émotionnelle va diminuer et neurophysiologiquement, ça se mesure par la diminution de l'activité de la glande amygdale, par une réactivation du lobe frontal, etc. Il y a une vraie réaction physiologique, hein, la cohérence cardiaque, synchronisation des différents hémisphères, etc. Donc c'est mesurable. Donc si vous faites ça régulièrement, ça va vous permettre bah, de stocker beaucoup plus de mémoire, de récupérer les informations beaucoup plus rapidement. Vous n'êtes plus épuisé par vos propres mémoires et votre disque dur mental a encore de l'espace pour de la nouvelle information. Donc c'est important de faire un petit aparté sur la mémoire, sur Smriti et la construction de l'identité. Notre sens du moi, notre sens identitaire est largement construit par cette fluctuation-là, c'est-à-dire la mémoire. Voilà. Si vous y réfléchissez bien, on dit je suis quelqu'un qui a grandi à Paris. Je suis quelqu'un qui a vécu telle et telle expérience dans ma vie. Je suis quelqu'un qui aime cela et qui n'aime pas cela. Donc on fait référence à des mémoires de vie, d'expérience. Et donc si on le regarde autrement, notre histoire personnelle, c'est une collection de Smriti, c'est une succession de mémoires. Et le piège, ça serait de confondre les mémoires avec votre essence réelle. Rappelez-vous du sutra, hein, du sutra 4, Vritti Sarupyam, l'identification aux modifications. Et Smriti est un Vritti, donc vous n'êtes pas en réalité vos mémoires. Vous êtes la conscience dans laquelle les mémoires apparaissent et le temps d'ailleurs se déroule. Le temps, ça c'est ce que les yogis avancent, se déroule à l'intérieur de conscience, de votre conscience
et de la conscience pure, plus que le temps se déroule à l'extérieur de votre conscience. Alors je sais que c'est un phénomène très subtil, ça demande un petit peu de temps de contemplation, mais prenez un petit moment pour internaliser ce que je viens de dire, quitte à faire pause et reprendre plus tard. N'hésitez pas, cela dit, à écouter plusieurs fois certains passages. La mémoire, elle va jouer aussi un rôle important dans le leadership. Un leader, c'est une personne qui est capable de gérer une large quantité de mémoire sans diluer sa capacité à être hautement présent et efficace. Donc il y a beaucoup de dimensions dans le leadership, mais deux dimensions essentielles, c'est un, la quantité. Un leader qui veut qui veut concrétiser de grands projets, il va avoir accès à une grande quantité de mémoire et d'informations. Donc il doit avoir cette capacité à se souvenir de beaucoup d'informations. Et il a accès à une vaste base de données mentales sans s'épuiser ou sans fausse interprétation. Et il va aussi disposer d'une capacité de récupération aiguë. Il peut récupérer l'information rapidement, exactement ce dont il a besoin, tout en restant en présence, c'est-à-dire pas submergé émotionnellement par les mémoires qu'il va rechercher. Si on regarde dans la construction de l'identité enfin, la profession fait partie de l'identité aujourd'hui. Ce qui va caractériser deux professions différentes, c'est essentiellement la mémoire. Le docteur il est en capacité d'avoir la mémoire des maladies, des traitements, de l'anatomie et des gestes à exécuter pour s'occuper d'un patient. De même que l'avocat, il a la mémoire des lois, des mécanismes, des précédents et des procédures, au même titre qu'un ingénieur a la mémoire des principes, des calculs, des matériaux à utiliser. Donc, qui vous êtes, ce que vous êtes et pourquoi vous êtes. Si on s'arrête à la compréhension basique, c'est que vous êtes mémoire. Tout est mémoire et donc votre identité est une collection de mémoires organisées auxquelles vous vous identifiez plus ou moins. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas vraiment ce que vous croyez être. Donc vous n'êtes pas l'identité à laquelle vous attachez, mais c'est un autre sujet. Alors après, on pourrait parler, pour aller plus loin dans les cas Alzheimer, le fait d'oublier, est-ce que effectivement, en mettant en pratique plutôt ces exercices-là, on ne pourrait pas éviter ce type de maladie-là? Voilà, moi je ne suis pas médecin, mais il y a clairement des explorations qui ont été faites, pas moi, des études qui tendent à démontrer qu'il y aurait des choses intéressantes à faire. Euh, si je dois revenir au mécanisme de l'oubli, indépendamment de ça, souvenez-vous, lorsque quelque chose de douloureux arrive, on veut l'oublier. Et le subconscient répond à la démarche consciente, il dit, oh, il va le noter comme dans un programme bien éduqué, ok, je vais oublier ça. Et vous allez commencer à décider tout ce que vous voulez oublier. Et vous oubliez, ou vous oubliez, ou vous oubliez encore. Et le subconscient finit par interpréter que plus j'oublie, bah, plus j'évite la douleur. Ça pourrait être une piste à expliquer sur les mécanismes de perte de mémoire. Alors bien sûr, il y a des accidents, mais il y a des choses à explorer à ce niveau-là. Donc dans notre vie, évidemment, on ne vit jamais sauf cas extrême, des pertes totales, mais on peut occulter certains événements parce qu'on veut oublier cette douleur. Tellement de fois que notre subconscient crée un mécanisme pour tout oublier. Et ça marche aussi bien avec des capacités qu'on peut avoir, des dons, mais des dons qui, quand on était plus jeune, ne nous ont pas servi. hein. Euh, des dons qui nous faisaient nous sentir différents ou qui créaient peut-être un sentiment d'inadaptation et qu'on finit par refouler parce qu'on veut les oublier. Donc regardez, est-ce que vous êtes interdit à exprimer certains dons que vous avez refoulés parce qu'ils vous auraient fait vous sentir différent ou regarder ou juger. De même on va au même titre que les dons, les traumas, on va chercher à les oublier. Et parfois, il y a des périodes de la vie où c'est le moment de s'en libérer. Donc il y a une grande différence entre le fait de détacher pour amener à la libération que le refoulement qui crée de la suppression. La suppression ne nous guérit pas, c'est une bombe à retardement. Quand je refoule, j'oublie. Le subconscient est un programme qui va prendre l'instruction et qui va forcer l'oubli. Le détachement, c'est le fait d'observer et dire je l'accepte. L'acceptation est très importante et je décide de m'en détacher, mais je ne suis pas dans la décision d'oublier. Ce qui permet d'assainir le réservoir de mémoire.
D'accord? Vous ne demandez plus à oublier, vous observez la mémoire sans vous y attacher. Vous laissez la mémoire être archivée naturellement. Elle part au niveau 3, mais vous ne créez pas de conflit avec la mémoire. Elle peut être littéralement oubliée, ça c'est une possibilité, mais sans suppression ou sans charge. Hein, c'est la différence entre forcer un fichier à être supprimé, qui serait du refoulement, et laisser le système d'exploitation gérer le fichier automatiquement. Ça, c'est le détachement. Voilà, c'est la différence. Donc, vous avez compris, on va faire un petit récap des différents vrittis, ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est pramana, c'est la perception actuelle et la connaissance juste. D'accord? Viparaya, c'est l'erreur de perception. Vikalpa, c'est l'imagination et les concepts. Nidra, c'est le sommeil et l'absence d'expérience. Smriti, c'est la mémoire, ou autrement dit, l'expérience passée. Donc, si je reviens, vous pouvez imaginer un tableau, peut-être que je vous le montrerai. Euh, le, donc, je vous ai retrouvé le tableau. Donc, comme vous le voyez, pramana, perception actuelle. L'objet, il y a un objet qui est présent, qui est réel. Par exemple, je vois un arbre devant moi. Dans Viparaya, qui est une erreur de perception, oui, il y a un objet qui est réel, mais il est mal identifié, il est mal compris. C'est l'exemple de la corde et du serpent. Dans Vikalpa et Nidra, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus d'objet réel. Non, il n'y a plus d'objet réel, on est juste dans une pure construction. Par exemple, j'imagine une licorne. Et dans Nidra, c'est pareil. On fait l'expérience de Shunya, c'est une forme de vide. Et là, je dis, ok, je dormais profondément. J'étais dans l'absence d'expérience. Smriti, on a également un objet réel, mais c'est une expérience passée. Tout ça, ce tableau, notez-le bien, c'est les éléments, les ingrédients du fonctionnement de votre psyché, de ce qu'on appelle vritti. Hein. Donc, vritti, vous voyez, le yoga, c'est le fait d'apprendre à se désidentifier intelligemment de ces éléments, mais pas de les supprimer parce que vous avez vu, maintenant vous avez compris qu'ils ont tous un usage positif et bénéfique si on sait les utiliser, tout comme ils peuvent avoir un usage non bénéfique qui crée de la souffrance. Donc c'est important d'apprendre, la première étape à partir de là, c'est de mettre de la conscience, d'être observateur et d'apprendre à les reconnaître. D'accord? Quand un souvenir surgit, ne dites pas, voilà, je suis cet espoir, je suis cette mémoire, je suis cet événement passé. Dites plutôt, il y a un souvenir qui apparaît dans la conscience. Vous verrez le ton impersonnel qui est employé, qui permet de créer de la distance, une non-identification. Il y a une différence énorme entre dire, je suis une victime parce que je m'identifie à cette mémoire, à dire, il y a un souvenir d'une expérience difficile où j'étais en position de victime. Vous voyez la différence? Il n'y a plus d'identification. Ça permet de reconnaître sans être dans le déni, tout en diminuant l'intensité de la charge émotionnelle. Donc, c'est là où je veux en venir. Pratiquer la neutralité face aux mémoires. Choisissez un souvenir, par exemple, qui est neutre, et observez-le comme vous observez un film. Faites-le au départ avec des souvenirs avec faible intensité émotionnelle. Remarquez hein, les couleurs, les sons, les sensations. Et demandez-vous qui est en train d'observer ce souvenir. Le fait de faire cela, vous allez voir que l'action qui est associée à la charge émotionnelle, l'action de la glande amygdale qui sécrète l'hormone du stress en cas d'événements négatifs va commencer à diminuer en intensité, en activité. Ça, c'est une des observations physiologiques que vous allez pouvoir mesurer. Vous allez pouvoir réaliser que le souvenir change, parfois il s'estompe, il se modifie. Hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on met de la conscience dessus, on comprend que l'interprétation même du souvenir est parfois erronée. En revanche, le témoin qui observe ne change jamais. Le témoin, lui, ne change pas. La compréhension qu'on a de l'événement, elle va changer, l'interprétation qu'on en fait. Donc après, une fois qu'on maîtrise cette étape, le niveau suivant, ça va être d'être capable de se désidentifier des mémoires dites plus traumatiques. Donc comment est-ce que je vais faire pour traiter les mémoires traumatiques? Déjà, comprendre que c'est un souvenir, ce n'est pas le présent. Je ne suis pas en train de vivre cela
au présent, même si j'ai le sentiment que réellement je suis en train de revivre ça au présent. Le traumatisme s'est déjà produit, maintenant c'est juste une mémoire, et vous devez comprendre que vous êtes en sécurité. Le traumatisme se rejoue, mais les éléments constituant le traumatisme extérieur, ou la scène telle qu'elle s'est produite, n'est plus là. Donc il y a cette acceptation de double réalité. J'accepte que cet événement s'est produit, c'est un fait, et vous devez accepter intérieurement qu'il y a de la douleur liée à ce souvenir. Et ça, c'est l'acceptation intérieure de l'émotion. Une fois que vous avez stabilisé cette phase-là, et prenez autant de temps que vous avez besoin, la troisième étape, ça sera de revenir au témoin. Maintenant, qui est conscient de ce souvenir? Qui est conscient de cette douleur? Le témoin, le je suis, est-ce qu'il peut être vraiment blessé? Les mémoires, elles passent en lui, elles se déroulent en lui, mais ne le définissent pas. Votre histoire se déroule dans votre conscience, mais votre histoire ne définit pas votre conscience. Votre histoire peut définir votre caractère, votre identité, mais votre identité vit en votre conscience et non l'inverse. Maintenant, parenthèse, pour les traumas profonds, je ne vais pas vous conseiller de le faire seul dans votre coin. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a toujours des accompagnements appropriés pour ça. Donc, euh, le yoga seul dans son coin peut aider, peut compléter, mais ne va pas forcément remplacer une thérapie avec un professionnel aguerri qui sait ce qu'il fait. Donc, n'hésitez pas à combiner les deux. Donc maintenant, comment est-ce que je peux faire pour générer des fluctuations bénéfiques? Bah, par exemple, la gratitude. Chaque soir, je peux me rappeler de trois moments positifs de la journée, avoir la gratitude pour ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas. Ça va créer des empreintes positives qui auront tendance à se renforcer avec le temps. Et ça va habituer votre mental à se tourner vers le positif et à diriger le langage intérieur vers l'optimisme en la vie. Prenez un temps pour revisiter les moments clés de votre vie sans jugement et observez simplement les schémas. Et remarquez que je réagis toujours comme ceci face à telle ou telle situation. Je continue à donner mon pouvoir à telle circonstance ou à telle personne, à m'effondrer dans telle situation, alors que factuellement, c'est pas si important que ça. Et c'est cette reconnaissance qui permet la transformation, jamais le déni. Donc comprenons le but de la mémoire. D'un côté, elle peut emprisonner dans le passé, et de l'autre, la mémoire de ma véritable nature est essentielle. C'est Atma Shriti qu'on va appeler. C'est se souvenir de qui on est vraiment, de passer de qui je crois être à qui je suis. C'est se rappeler que je suis le témoin qui fait l'expérience, se rappeler que je suis la conscience, pas le contenu, et que mon histoire personnelle et mes temps passé, présent et futur se déroulent dans ma conscience. Donc ma conscience transcende tout cela. C'est pour cela que bah, dans les pratiques spirituelles, on utilise la mémoire à bon escient pour nous aider. C'est des bikalpas positifs. De même qu'on utilise le langage à bon escient. On va utiliser certaines phrases, affirmations, mantras pour reprogrammer certaines dimensions de la psyché. Le but, c'est que la mémoire de soi, de qui je suis, devienne si forte qu'elle ne soit plus une mémoire, mais une réalisation permanente. Et c'est ce qu'on appelle Avashtanam, et on retombe sur nos pattes. Hein, le verset 3, c'est Avashtanam, c'est que le but du yoga, c'est d'arriver à une réalisation permanente de qui je suis vraiment. Il y a une petite histoire qui est assez drôle que j'ai entendue hein, dans le cadre de ma vie de moine en Inde. Alors, vous savez, c'est un petit village en Inde. Il y a souvent des scènes de théâtre hein, qui sont faites par les villageois pour revivre des moments, des épopées épiques, au même titre que nous, on a l'Odyssée d'Ulysse, etc. On va voir en Inde le Mahabharata, le Ramayana, etc. Alors, dans le Mahabharata, il y a le grand méchant hein, qui, euh, qui va essayer de dévêtir une femme qui s'appelle Draupadi en public en tirant son sari. Et elle appelle hein, le héros de l'histoire qui est Krishna, hein, qui serait peut-être l'équivalent de, de Jésus pour les Indiens. Et miraculeusement, le sari devient infini. Alors vous pouvez imaginer hein, le vilain hein, qui tire sans fin et qui s'épuise. Tandis que Draupadi, l'héroïne, elle reste couverte avec un sari. Donc là, on voit l'intervention divine. Alors, mais
Donc, vous pouvez imaginer une pièce de théâtre là, qui joue dans un village qui reprend cette scène. Et l'acteur qui joue Draupadi, en fait, il porte normalement 7 saris, très fins, super posés. Et celui qui joue le rôle du méchant, il doit en tirer 6 seulement. Et quand il tire le sixième, Draupadi crie Krishna, Krishna. Et Krishna doit arriver, qui est caché derrière les coulisses, doit bondir sur scène. Et le méchant, supposé s'effondre en disant trop de tissu, je suis vaincu. Mais cette fois, en fait, le méchant, il oublie de compter et il tire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il continue à tirer. Alors, il comprend pas pourquoi. La Draupadi sur scène, qui est un homme en l'occurrence, se défend et dit va-t'en, va-t'en. Alors lui, il est très impliqué dans son rôle et il insiste. Et finalement, il finit par tirer le septième sari. Alors le problème, c'est que celui qui jouait Krishna, il était derrière la scène en train de fumer son bidi et il n'était pas très, on appelle bidi, je crois, c'est un terme pour une herbe locale. Bon. Et donc finalement, il se présente pas. Et, et donc, et la chute de la scène, c'est que celui qui jouait, qui jouait qui était un homme et qui jouait le rôle de la femme, dit de façon très spontanée. euh, Ah oui, j'ai oublié un élément. Donc, enfin, durant cette scène, elle dit au lieu de crier en fait Krishna pour le faire venir sur scène, ce qui rajoute un peu de la confusion à la scène, elle hurle bah, lâche-moi, lâche-moi, arrête ça tout de suite. Et donc, limite commence à se battre physiquement avec lui sur scène. Et donc, alors, le public pense que c'est un peu d'intensité. Et dans la confusion, celui qui joue la scène du méchant, il comprend pas trop parce qu'il attend le déclic Krishna, Krishna. Et donc, il continue à tirer, donc le septième sari. Et donc vous imaginez hein, un petit peu le désastre. Vous avez l'homme qui se retrouve nu sur scène avec un reste de robe de femme élégante et puis et on va dire les parties masculines en bas. Et donc là, tout le monde éclate de rire. Alors là, il y a le Krishna dans les coulisses qui dit bon, pourquoi personne ne m'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'en fait, celui qui joue le rôle de Draupadi dit euh, il lève les bras au ciel et proclame avec grande conviction, Ô Krishna, pourquoi tu n'as pas pu venir à temps? Euh, tu m'as transformé de femme en homme et tu as ainsi sauvé mon honneur de façon miraculeuse. Voilà. Et la foule adore ça parce que c'est très drôle et c'est, on va dire, extrêmement rare qui sortent de la version orthodoxe. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que en fait cet homme, il n'opère pas depuis une mémoire chargée émotionnellement, parce que il faut comprendre la logique de ces villages, c'est quand même des gens qui sont très simples, très détachés, et donc ils ont cette capacité à opérer depuis une pure spontanéité. Hein. Et quelqu'un qui est attaché à la mémoire, à une mémoire forte émotionnelle, ne peut pas avoir ce niveau-là de spontanéité. Et c'est pour ça que c'est important d'honorer cette partie innocente et de revenir aussi parfois à la spontanéité. C'est ce qui nous permet de faire jaillir parfois ce qu'il y a de plus beau dans l'être, c'est quand on autorise la spontanéité, qu'on met de côté la mémoire. Quelqu'un qui opérait que depuis la mémoire, dès qu'il sort d'une situation connue, il prend le risque d'être paralysé. Parce qu'il n'est plus dans ce qui aurait dû se passer, il est hors script, hors scénario. Il ne sait que répéter que ce qu'il connaît, et face à l'inattendu, ça va créer un blocage. Ça va créer une résistance. Alors que cet homme de village qui n'est pas forcément éduqué, qui a pas, mais qui vit une vie simple et détachée, il opère depuis la spontanéité. Donc, il voit ce qui est et il crée une solution générale juste sur le moment. Il répond intelligemment à la situation réelle. Et donc, il est dans une forme de créativité. Donc c'est important d'avoir les deux. C'est important de s'éduquer, évidemment, d'accumuler de la mémoire, mais aussi parfois de s'autoriser à être comme ce villageois dans la spontanéité et l'innocence. Et le problème, effectivement, de l'éducation moderne, c'est que, on a plutôt tendance à valoriser l'accumulation d'informations, mais sans célébrer la capacité à être spontané et détaché. Donc le résultat, c'est qu'on est de plus en plus chargé, on est saturé d'informations, de connaissances, et on s'épuise avec notre propre éducation, et donc on est incapable de répondre avec spontanéité. On peut pas, on ne fait que répéter ce qu'on sait,
et on est bloqué face à l'inattendu. Et ça fait partie des qualités hein, de répondre à l'inattendu de façon intelligente et élégante. On peut regarder hein, dans notre vie quotidienne, par exemple, hein, quand on va rencontrer un ami ou une personne, est-ce qu'on est en train de constamment répéter en boucle la conversation, de se préparer mentalement, ou est-ce que bah, vous êtes simplement dans la présence et dans la joie du moment? Hein, c'est la différence entre mémoire et présence. Alors pour illustrer aussi cette capacité des grands sages et de certaines personnes en Inde d'accumuler de la mémoire et de l'utiliser à bon escient, il y a cette histoire intéressante avec Alexandre le Grand et les Védas. Donc c'était 326, je crois, avant Jésus-Christ. Donc Alexandre le Grand envahit l'Inde et avant de partir de Grèce, son maître, hein, Aristote, donc, il lui dit, quand tu iras en Inde, ça serait bien que tu me ramènes les Védas. Ce sont des textes très anciens et j'aimerais donc les étudier. Donc, Alexandre accepte la mission. Comme vous le savez, il va arriver en Inde. Donc, ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il va commencer à collecter les manuscrits sanscrits, hein. Plus de 4000 textes, 4000 caisses de textes hein, sur feuilles de palmier, plus de 200 navires remplis de manuscrits, des mois et des mois de collecte et des milliers de soldats pour mobiliser pour transporter ces textes. C'est vraiment une opération massive pour respecter la demande de son maître. Sauf qu'un jour, un érudit brahman il vient voir Alexandre. Il faut considérer que les Indiens sont fondamentalement non violents et que si quelqu'un vient conquérir un endroit, mais tant qu'ils sont laissés tranquilles dans leur pratique, c'est plutôt OK. Et donc là, en l'occurrence, ce brahman vient dire, Ô grand roi, tout ce que vous avez collecté jusqu'à présent représente seulement un dixième d'une seule branche des Védas. Alors Alexandre est vraiment stupéfait, il dit quoi? Seulement une dixième, pardon, un dixième d'une branche? Mais il y a combien de branches? Et le Brahman dit les Védas ont quatre sections principales. Donc Rig, Yajur, Sama, Atharva, mais chacune avec de multiples branches. Et au total, ça fait des dizaines de milliers de textes. Alors Alexandre réalise que c'est impossible de ramener tous les Védas et qu'il lui faudrait des milliers de navires et ça prendrait des années. Comment est-ce que je peux faire ça? Alors le Brahman se met à rire et lui dit, mais vous êtes un petit peu bête. Si vous m'aviez simplement dit que vous vouliez les Védas, moi, j'aurais résolu votre problème en une seconde. Alors, Alexandre, très irrité, dit, comment est-ce que tu oses me traiter d'imbécile? Alors, explique-toi. Moi, ce que je peux te proposer, ça serait simplement d'envoyer deux de mes disciples avec toi en Grèce. Et alors, Alexandre, un petit peu stupéfait, il dit, mais comment deux personnes peuvent-elles transporter euh, tout cela? Moi, regarde, j'ai 200 navires et 4000 caisses, c'est pas tes deux disciples qui vont y arriver. Et là, le Brahman sourit, il dit, c'est très simple. Un disciple peut réciter tous les Védas et le deuxième peut écrire tout ce qui est récité. C'est tout problème résolu. Alors Alexandre, ça, il peut pas y croire. Il dit, vous voulez dire qu'un seul homme peut mémoriser et réciter tous ces textes? Le Brahman lui répond, bien sûr, un Brahman correctement formé peut mémoriser et réciter l'intégralité des Védas et des millions de versets par cœur, sans manuscrit. Et ça, je peux vous garantir que c'est vrai. En Inde, il y a des démonstrations comme ça de récitation, ou même il y a des techniques de mémorisation très avancées où des enfants ou des personnes formées peuvent lire des pages et des pages et des pages en une seule fois et mémoriser tout d'un coup et réciter verbatim. C'est des choses que j'ai vues, expérimentées de mes propres yeux. Donc, c'est cette capacité justement à stocker la mémoire et accéder aux fichiers instantanément. Donc, ça fait référence à ces trois niveaux, mais il y a des techniques de mémorisation, mais qui passent par ces phases de j'absorbe l'information, je détache, je me détache de la charge émotionnelle, etc. Enfin, la technique est dans l'essence de la vidéo que je viens de délivrer. Donc, le secret de la mémoire phénoménale hein, chez ces sages, chez Brahman, parce que comprenez, hein, vous avez compris l'étendue des textes, c'est qu'effectivement, il y a une grande différence dans l'apprentissage. C'est-à-dire que chez eux, euh, on va déjà apprendre de 1 à 7 ans à se détacher, au détachement. Hein, on va apprendre
à rentrer dans une zone de détachement total où j'assimile, je mets en archive et je recollecte quand nécessaire. Donc, on vous apprend plutôt à gérer, euh, plutôt, on vous enseigne comment gérer la mémoire avant de vous charger en mémoire. C'est pour ça que les premières années sont plutôt dans l'enseignement traditionnel. Aujourd'hui, évidemment que ça se fait plus, hein. Mais c'est d'abord dans ce sens-là. Comment la traiter avant de collecter. Parce qu'une fois qu'ils ont appris ces techniques de détachement, ben, ils vont pouvoir stocker énormément. Stocker, souvenez-vous, comme format Word et pas en haute résolution. Et donc avoir énormément de disques durs mental, énormément d'espace mental. Et donc ne pas arriver en surcharge cognitive, qui est un vrai problème en soi, la surcharge cognitive et la surcharge mentale, c'est un problème réel, mais qui peut être évité. Et donc, résultat, on peut avoir effectivement des personnes formées avec une mémorisation extraordinaire de millions et de millions de versets. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il n'y avait pas de spécialisation nécessaire. D'ailleurs, on peut avoir un brahman qui connaissait aussi bien la médecine, l'astronomie, les mathématiques, la philosophie, les rituels, etc. Il n'y avait pas de limitation. On avait des généralistes de génie. Il n'y avait pas besoin de spécialisation du fait de cette capacité extraordinaire de mémorisation. Bah, je pense que je peux vous laisser là-dessus, que vous méditiez, contempliez sur aujourd'hui comment est-ce que vous utilisez votre mémoire, qu'est-ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer cela. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine et dernière vidéo de cette section.